La vallée de la Luangwa en Zambie est l'une des plus grandes oasis de vie sauvage d'Afrique. Cette région ne connaît que 2 saisons qui sont radicalement différentes. Une saison humide et une saison sèche. Et la saison sèche ici est l'une des pires que l'on peut imaginer. Pratiquement 7 mois sans précipitation et des températures élevées. Les animaux voient leur point d'eau s'évaporer sous une chaleur intenable. Cette année est encore pire que les autres. Le réchauffement climatique affecte les saisons partout dans le monde. Les animaux, petits et grands, se disputent les territoires et la nourriture. Chaque jour, leur survie devient un peu plus difficile. Mais certains s'en sortent bien. La saison sèche bénéficie à ceux qui saisissent la moindre opportunité. « 25 000 hippopotames vivent dans la rivière Luangwa. C'est la plus grande concentration d'hippopotames au monde. Des groupes divisés en familles sont répartis le long de la rivière. Elle est encore assez profonde pour qu'ils s'immergent totalement et qu'ils s'ébattent sans être les uns sur les autres. Ils communiquent sans cesse. Leur grognement forme ce qui ressemble à une chaîne de conversation qui se poursuit tout le long de la rivière. C'est une façon amicale qu'ont les hippopotames de savoir qui est qui et d'établir leur périmètre. Chaque famille a un mâle dominant. Il a plus de 20 ans et il contrôle une portion d'une centaine de mètres de la rivière. Sa famille est composée d'environ 30 hippopotames, surtout des femelles et des jeunes. Mais aussi quelques mâles qu'il tolère tant qu'il respecte son autorité. La benjamine de la famille est une petite femelle d'1 mois. Elle pesait déjà 30 kilos à la naissance et avec le lait riche de sa mère, elle grandit vite. Mais elle est née à une période difficile de l'année. La vallée s'assèche et le sanctuaire de la rivière rétrécit. C'est la mi-juillet et il n'a pas plu depuis 2 mois. La saison sèche a commencé, mais elle est encore loin d'avoir atteint son maximum. Avec ses 700 km de long sur 100 km de large, la vallée de la Luangwa est la fin de la vallée du Grand Rift de l'Afrique continentale. La variété des habitats qu'elle offre la rend absolument unique. Ces plaines verdoyantes sont flanquées de zones boisées et parsemées de plans d'eau luxuriants. C'est un complexe enchevêtrement d'habitats où vit une immense variété d'espèces. Et au milieu, coule la rivière Luangwa. C'est l'une des plus grandes rivières non aménagées d'Afrique. C'est une artère vitale de la vallée.
À cette période de l'année, la rivière a déjà diminué de moitié. Dans cette région qui s'assèche, elle attire des animaux qui viennent de très loin. La survie de centaines d'espèces dépend de la rivière. La saison sèche est toujours difficile. Elle peut durer jusqu'à 7 mois, de mai à novembre, avec de très faibles précipitations et des températures en forte hausse. Mais cette année, la sécheresse est bien plus terrible que d'habitude. C'est le fameux effet El Niño. Ce phénomène climatique est engendré par une variation des courants chauds dans l'océan Pacifique. Ces effets se font ressentir partout sur la planète, et en Afrique, ils aggravent les périodes de sécheresse. La rivière Luangwa dessine de larges sillons. À mesure que ces boucles traversent la vallée, les berges s'érodent et du sable fin vient se déposer sur le fond de son lit. Avec le temps, des méandres sont isolés et forment des bras morts qui rappellent l'ancien tracé de la rivière. Ces plans d'eau sont de véritables oasis. Ils sont l'une des raisons pour lesquelles la vallée possède une faune si variée. Certains de ces anciens lits sont déjà asséchés, mais celui-ci est grand, il s'étend sur près d'1 kilomètre. Et l'eau y est encore abondante. Cette plante vivace pousse dans toutes les zones humides d'Afrique. La Pistia stratiotes est l'une des plantes les plus prolifères au monde. Elle flotte à la surface tandis que ses racines se balancent dans l'eau. C'est un paradis pour les insectes aquatiques. Les larves sont submergées parmi les racines, tandis que des altises adultes apparaissent par milliers et se régalent avec les feuilles. Et elles nourrissent à leur tour des centaines d'oiseaux. Les jacanas sont les oiseaux qui ont proportionnellement les plus longs doigts au monde. Ils mesurent presque 20 cm de bout en bout, de la pointe du doigt avant à la pointe du doigt arrière, soit 2/3 de sa taille. Ils permettent aux jacanas de répartir leur poids, tandis qu'ils se déplacent sur le tapis de végétation sans s'enfoncer. Avec leur bec assez court, ces oiseaux ne peuvent pas fouiller profondément, mais ils ont appris à profiter de l'aide des autres. Les hippopotames sont des sources de nourriture flottante. La végétation qu'ils remontent avec eux donne accès aux oiseaux à des petits invertébrés coincés dans des racines qu'ils ne pourraient pas atteindre autrement. Et l'hippopotame n'a pas l'air dérangé par ses profiteurs. Celui-ci est un vieux mâle. Il mène une vie tranquille, loin du bruit et de l'agitation des groupes qui occupent la rivière.
Mais ce plan d'eau ne va pas subsister éternellement. À la fin juillet, les températures maximales commencent à dépasser les 25 degrés. L'eau s'évapore un peu plus chaque jour. Il y en a encore suffisamment pour le submerger entièrement, mais l'hippopotame finira par devoir s'en aller. De nombreuses plaines de la vallée sont d'anciens bras morts et envasés. Formées par l'évolution du cours de la rivière, elles témoignent d'un paysage en perpétuel changement. Le sol y est fertile grâce à des collines volcaniques situées plus au nord. Une herbe riche y pousse et alimente des centaines de bouches. Les pukus et les impalas ont de petites bouches et des lèvres agiles parfaitement adaptées pour grignoter l'herbe courte. Mais ils ne sont pas les seuls sur la plaine. L'herbe représente la moitié de l'alimentation des babouins. Mais ils l'attrapent très différemment des antilopes. Ils utilisent leurs doigts agiles pour choisir les tiges et arracher des rhizomes. Les babouins et les antilopes se disputent la nourriture. Mais des paires d'yeux et d'oreilles supplémentaires sont les bienvenus. Autant d'animaux attirent forcément des prédateurs affamés. Mais les babouins ont une excellente vue et ils ont l'avantage de pouvoir se percher dans les arbres pour observer. Les antilopes ont quant à elles une ouïe et un odorat très développés. À eux tous, la plaine est bien surveillée. Ils bénéficient chacun de leurs signaux d'alarme respectifs. Cette lionne qui patrouille n'a aucune chance de tenter une embuscade maintenant que l'alerte est donnée. Même les éléphants viennent se nourrir sur ces plaines fertiles. L'extrémité de leur trompe est aussi sensible que le bout de nos doigts. Ramasser les brins d'herbe un à un demande un certain temps quand on sait qu'un éléphant a besoin d'en manger 30 kilos chaque jour. Mais à la saison sèche, le moindre brin compte. Cet éléphanteau n'a que 2 ans, mais il a déjà parcouru des milliers de kilomètres. Un troupeau d'éléphants se déplace constamment. S'il reste trop longtemps au même endroit, il risque de vite épuiser sa source de nourriture. Les zones boisées de la vallée comptent plus de 300 variétés d'arbres. Chacun a sa propre technique pour survivre à l'impitoyable saison sèche. Les bosquets des baignets ne poussent jamais très loin de la rivière. Leurs longues racines puisent l'eau souterraine.
La surface réduite des petites feuilles d'acacia leur permet de minimiser la perte d'humidité et ainsi de pousser plus loin des points d'eau. Mais la méthode de survie la plus surprenante est celle des forêts de Mopane. Tous les ans, le sol se couvre d'un magnifique tapis de feuilles mortes. C'est le début du mois d'août. La saison sèche ne fait que commencer. Mais ce bosquet est situé à plusieurs kilomètres de la rivière. L'eau est une denrée rare. Tous les Mopanes coupent l'alimentation en eau et en nutriments de leurs feuilles. Sans la chlorophylle qui leur donne leur belle couleur verte, les feuilles jaunissent et tombent comme en automne dans l'hémisphère nord. Ces tapis de feuilles mortes créent un nouvel habitat sur le sol de la forêt. Le petit insecte qui s'affaire et dessine ses tracés dans le sable est un Myrmée leontidae. Mais il ne faut pas se fier à sa petite taille. Si elle mesure moins de la moitié de l'ongle d'un petit doigt, cette larve d'insecte névroptère n'en est pas moins un dangereux prédateur. Ces énormes mandibules en forme de pince sont des armes redoutables, parfaites pour attraper leur proie. Leur terrible technique de chasse leur a valu un surnom très parlant, fourmilion. Chacune de ces minuscules larves creuse un petit cône d'environ 5 cm de profondeur. Il est soigneusement élaboré en suivant un angle bien précis. Les parois s'effondrent à la moindre vibration. Il ne leur reste plus qu'une chose à faire, attendre. On trouve des fourmis partout dans le monde, excepté au pôle. Et dans les régions tropicales comme ici, elles peuvent représenter jusqu'à 25% de la biomasse animale. Elles sont extrêmement nombreuses et elles constituent des proies idéales. Cette fourmi se bat vaillamment pour s'échapper. Mais il est difficile de se tirer du piège d'une fourmi-lion. Lancer du sable fait dégringoler les parois du puits. La larve injecte un venin qui paralyse sa victime. Et un enzyme liquéfie la fourmi de l'intérieur. La fourmi-lion n'a plus qu'à attendre et boire son repas jusqu'à la dernière goutte. Une fois terminée, elle jette le cadavre au loin. Mais les déchets des uns font le bonheur des autres. Les mahalis à sourcils blancs attrapent tout ce qu'ils trouvent dans ce tapis de feuilles. Qu'il s'agisse d'insectes ou de graines. Ils fouillent le sol en groupe, mais la nourriture se fait plus rare à cette saison.
Et ils supportent nettement moins bien la proximité de leurs congénères. Les querelles ne durent pas. Cet oiseau très sociable est un exemple de vie en communauté. Il a même un système social absolument unique dans le monde des oiseaux. Quand leur période de reproduction arrivera dans quelques mois, seul le couple alpha pondra des œufs. Le reste du groupe les aidera à élever la nichée. C'est comme une mini-meute de loups. Chaque Mahali dispose de son propre nid. Et ils participent tous à leur construction. Les nids ont l'air en pagaille, mais ils les améliorent constamment. Comme des travaux de rénovation qui n'en finiraient jamais. Ils sont tous soigneusement construits du même côté d'un arbre, de façon à profiter d'un bon ensoleillement tout en étant suffisamment protégés du vent. La double entrée est une mesure de sécurité. En cas d'urgence, ils peuvent toujours s'enfuir par derrière. C'est maintenant la fin août. Cela fait déjà 4 mois de sécheresse continue. Dans la rivière, les groupes d'hippopotames commencent à avoir du mal à trouver de l'eau assez profonde pour s'immerger. Leur dos ainsi exposé attire aussitôt les passereaux. Ces petits oiseaux grignotent tout ce qu'ils peuvent trouver sur leur hôte. Tiques, cérumènes et peaux mortes. Si déparasiter les hippopotames leur rend service, les passereaux ne s'arrêtent pas là. Ils maintiennent intentionnellement les plaies ouvertes et en grignotent la chair. Quand leurs coups de bec deviennent trop agaçants, il faut maîtriser l'art de l'éclaboussure. Ces petits casse-pieds n'ont pas l'air gênés de se faire arroser. S'ils persistent, une bonne roulade découragera même les plus tenaces. Peu importe, il y a toujours d'autres hippopotames à picorer. À cette période de l'année, la saison sèche se fait vraiment ressentir. La nervosité des hippopotames augmente à mesure que le niveau de l'eau baisse. Moins d'eau signifie moins d'espace. Les différents groupes se retrouvent pressés les uns contre les autres. Les mâles dominants n'apprécient guère que d'autres approchent trop près de leur groupe de femelles. La tension monte. Et quand un rival se trouve sur son chemin,
le maître des lieux le rappelle à l'ordre. Cette mère doit surveiller son bébé de près. Les mâles pèsent environ 3 tonnes et pourraient facilement piétiner un petit. Il ne s'agissait que d'un léger malentendu, du moins pour cette fois. Mais les vrais ennuis ne sauraient tarder. Le niveau de la rivière va continuer de baisser et les hippopotames devront se serrer encore un peu plus. Mais pour d'autres, l'assèchement de la Luangwa présente une opportunité. Les berges ainsi exposées offrent des nids parfaits pour cette race de guêpiers à front blanc. Chaque colonie est divisée en plusieurs clans, mais ils forment toujours une grande famille qui entretient des liens étroits. Les couples sont formés pour la vie et ils se relaient pour couver les œufs. Chaque guêpier peut manger jusqu'à 250 insectes par jour. Les partenaires apportent de la nourriture à celui qui garde le nid. Mais pour cette espèce, la coopération va encore plus loin. Tous les oiseaux ne se reproduisent pas tous les ans. Et ceux qui n'ont pas de nichée à élever se chargent d'aider les autres. Mais il y en a toujours au moins un qui décide de faire autrement. Voler la prise d'un autre est un moyen de manger sans trop se fatiguer. Et une façon certaine de se faire voler dans les plumes. Empiéter ainsi sur le territoire d'un autre clan déclenche des joutes sous forme de prises de bec qui peuvent durer plusieurs minutes. Mais l'avantage de vivre en clan, c'est qu'il y a toujours quelqu'un disposé à intervenir. C'est le début du mois de septembre. La pluie n'est plus qu'un souvenir lointain. Les températures maximales ont commencé à dépasser les 30 degrés. Les plans d'eau s'assèchent vite. Le vieux mâle s'entête à ne pas bouger, mais il ne pourra plus rester longtemps. Il attendra aussi longtemps que possible, mais il devra s'en aller quand l'eau aura complètement disparu. Les phacochères profitent allègrement de la boue. Se couvrir de boue les aide à se débarrasser des parasites, mais c'est également un moyen très efficace de se rafraîchir face à la hausse des températures. Les phacochères sont des parents éloignés des hippopotames, et comme eux, ils sont dépourvus de glandes sudoripares. Couvrir leur peau de boue leur permet de faire baisser leur température corporelle de pratiquement 2 degrés.
Cette mare qui se tarit jour après jour est l'une des dernières de la vallée à être toujours en eau. Elle attire la faune de toutes parts. Les impalas doivent s'abreuver tous les jours quand leur nourriture ne leur apporte plus assez de fluide. Ils viennent boire au moment le plus chaud et le moins dangereux de la journée, pendant que les prédateurs se reposent à l'ombre. Mais ils sont toujours en alerte. Pour les buffles, qui peuvent peser jusqu'à 1 tonne, traverser la boue pour aller s'abreuver peut s'avérer dangereux. Elle est assez profonde et compacte pour les piéger. Leur besoin désespéré d'étancher leur soif les pousse à avancer. Un banc de poissons-chats est déjà pris au piège. L'hippopotame leur barre involontairement le passage. Cette mare n'est pas assez profonde pour les couvrir entièrement. Il est difficile de maintenir leurs branchies sous l'eau. Les marabouts d'Afrique les ont repérés. Ces grands échassiers à l'allure étrange et dégingandée, souvent associés aux croque-morts, sont généralement des charognards. Ils ne ratent jamais la moindre occasion de faire un repas. Cependant, leurs becs de 30 cm ne sont pas adaptés pour ce type de proie. Leur maladresse et leur tapage ont attiré un autre opportuniste. Un jeune aigle pêcheur. C'est pour lui l'occasion de mettre en pratique une tactique qui lui sera fort utile toute sa vie. Voler la nourriture. Les marabouts d'Afrique mesurent 1,50 m et ils ont la plus large envergure de tous les oiseaux terrestres au monde. Plus de 3 mètres de large. Ce sont des adversaires de taille. Mais l'aigle pêcheur a des serres tranchantes comme des rasoirs, et il commence à bien s'en servir. Les voleurs n'ont pas le sens de l'honneur. Ses frères essaient de se dérober mutuellement un repas, lui-même volé. Les aigles pêcheurs sont des pillards jusqu'à la moelle. Même les parents sont capables de voler la nourriture du bec de leur propre progéniture. C'est un monde de brutes. Plus tôt ils l'auront compris, mieux cela vaudra. Sur les plaines de la vallée, la saison sèche resserre son étreinte.
C'est la mi-septembre et le sol est dur comme de la pierre. La famille d'éléphants se dirige vers la rivière. L'éléphanteau s'alimente encore principalement du lait de sa mère. Il va encore téter pendant au moins 2 ans. Il a besoin d'en boire 12 litres par jour, et plus on avancera dans la saison sèche, plus il sera difficile pour sa mère de produire assez de lait. La famille est souvent venue s'abreuver ici par le passé. Mais cette fois, elle n'est pas seule. Un second troupeau se trouve sur l'autre berge de la rivière. Il a exploré ce côté de la rive autant qu'il le pouvait, mais il n'y a plus de point d'eau là-bas. Pendant la saison humide, le cours de la rivière Luangwa est large et profond. Il forme une barrière naturelle entre les rives est et ouest. Mais l'eau ne leur arrive à présent plus qu'aux chevilles. Les deux familles se jaugent mutuellement. Les trompes des éléphants sont munies de millions de capteurs olfactifs et elles ont 5 fois plus de récepteurs sensoriels que nous. Les éléphants sont d'ailleurs les animaux qui ont l'odorat le plus développé au monde et ils reconnaissent même les individus à leur odeur. L'autre troupeau est en fait un groupe de vieux amis. Ils ne s'étaient pas revus depuis des mois. Mais comme le dit le vieil adage, les éléphants ont la mémoire longue. Les trompes qui se touchent équivalent à nos poignées de main. Et reposer sa trompe sur un congénère est leur façon de se donner une accolade. Pour cet animal, l'amitié peut durer toute la vie. Dans la colonie des guêpiers à front blanc, les nouveaux ne sont pas les bienvenus. Chaque année à la saison sèche, le guêpier carmin parcourt des milliers de kilomètres depuis l'Afrique du Sud, le Congo et la Tanzanie pour venir se reproduire dans la vallée de la Luangwa. Ce ne sont que les éclaireurs, quelques centaines d'oiseaux. Mais d'ici 1 mois, des milliers d'autres seront arrivés. Les guêpiers à front blanc sont plus petits et moins nombreux, mais ils ne vont pas tolérer cette invasion pour autant. Ils doivent impérativement défendre leur nid de cet intrus au plumage rouge.
Enfin, une trêve a été difficilement conclue. Les guêpiers carmins peuvent rester, mais ils devront creuser leur propre nid. Le sable est facile à creuser si vous avez les bons outils. Leurs becs courbés font office de pioche. Leurs doigts réunis et munis de griffes solides rendent leurs pattes idéales pour creuser. Ils appuient les plumes de leur queue sur l'escarpement tandis qu'ils creusent, pour mieux garder l'équilibre. Leurs trous font parfois plus de 2 mètres de profondeur pour s'assurer que le nid sera frais et sûr. Et les guêpiers carmins ne devraient pas avoir trop de difficultés pour trouver des insectes à cette période de l'année. C'est la fin septembre. Il n'a pas plu depuis plus de 5 mois. Et les températures dépassent tous les jours 37 degrés. Cette année, le phénomène climatique El Niño dans le Pacifique a engendré une sécheresse bien pire que les autres. Les plans d'eau se sont évaporés pratiquement 1 mois plus tôt que l'an dernier. À la place des mares verdoyantes, il ne reste plus qu'une boue épaisse. Les papillons absorbent des minéraux et les dernières gouttes d'eau présentes dans la terre. Mais d'autres créatures ailées ne tardent pas à arriver. Les vautours. Leur vue est tellement perçante qu'ils peuvent repérer une carcasse à plusieurs kilomètres de distance. La boue épaisse a pris un buffle au piège. Les vautours planent dans le ciel et guettent le signe que d'autres ont trouvé un repas. La vue de quelques congénères festoyants entraîne immanquablement l'arrivée de dizaines d'autres en quelques minutes. Un large groupe de ces charognards peut nettoyer une carcasse en l'espace d'1 heure. Ils avalent ainsi 1 kilo de viande chacun, soit 1/5 de leur poids en un clin d'œil. Leurs sucs gastriques sont tellement puissants qu'ils tuent la majeure partie des bactéries et les protègent des toxines présentes dans la viande en décomposition. Le plan d'eau luxuriant du vieil hippopotame a disparu. Il ne reste plus qu'un piège boueux et mortel. S'il reste, il pourrait bien connaître le même sort que le buffle. Il n'a plus d'autre choix que d'aller tenter sa chance dans la rivière. Il devra inévitablement se confronter au mâle dominant très agressif. Il lui faudra se battre ou mourir. La saison sèche est loin d'être terminée. 2 mois pourraient encore s'écouler avant que la pluie ne revienne dans la vallée.
l'éléphanteau va devoir s'efforcer de suivre le troupeau qui doit parcourir de nombreux kilomètres à la recherche de nourriture. Mais cette période n'est pas aussi problématique pour tout le monde. Quand leur proie se regroupe autour des dernières ressources, les prédateurs sont à la fête. La vallée de la Luangwa a toujours son lot de perdants et de gagnants.